Nous sommes dimanche et justement aujourd'hui nous parlerons de famille. Qui dit famille dit enfant, papa et maman. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans les salons de Radio Côte d'Ivoire. Les salons de Radio Côte d'Ivoire. Tous les dimanches à 10h10, Radio Côte d'Ivoire reçoit dans ses salons une personnalité ou une structure pour évoquer une question d'actualité. Les salons de Radio Côte d'Ivoire, une fixation sur les questions d'actualité. Présentation, Paul Philippe. La cérémonie officielle de la Journée internationale de la famille sera célébrée mardi prochain 15 mai à Abobo autour d'activités essentielles. Il s'agira à travers cette commémoration d'inviter les familles à repenser leur rôle, surtout face aux défis naissants. Cette année, le thème retenu est l'enfant au cœur des familles. Un thème majeur qui se veut également tout un programme. Comment la famille se définit-elle pour jouer son rôle de protection et d'éducation des enfants? Comment enseigne-t-elle à l'enfant l'apprentissage des valeurs morales, sociales et sociétales? Surtout que les défis des temps nouveaux sont là avec leur vérité implacable. Enfants de la rue, enfants dans la rue, enfants en conflit avec la loi, incivisme, alcool, drogue, cybercriminalité, etc. Le gouvernement veut impliquer les familles dans les actions à mener pour une recherche durable de solutions. Et Radio Côte d'Ivoire s'implique dans le débat en s'interrogeant comment remettre l'enfant au cœur de la famille face aux défis nouveaux. Et pour en parler, nous allons faire connaissance avec nos invités. Nous avons sur ce plateau Madame Sylvie Aïmé, elle est sous-directrice à la direction de la promotion de la famille chargée de la protection de la famille. Bonjour Madame Aïmé. Bonjour monsieur. Il y a également Madame Zagba, épouse Kwasi Léontine, chargée de programme de protection des enfants et des adolescents vulnérables. Bonjour Madame. Bonjour monsieur. Je vais vous proposer quelques centres d'intérêt. N'est-ce pas? Merci d'avoir accepté cette invitation. Nous parlerons au tout début de cette émission de généralité en définissant la famille, la cellule familiale et présenter les composants de la famille, le rôle de chaque composant de cette famille. Nous parlerons de la politique nationale de la famille telle qu'initiée par le ministère de la Famille. Nous parlerons de cette journée internationale de la famille qui a été instaurée depuis 1994 et puis la journée internationale de la famille 2018, ce que recouvre cette journée dans ses grands actes et articulations. Nous parlons de cet enfant qui est au cœur des familles, comment le ramener. Nous parlerons de rendez-vous de la famille, du salon de la famille, qui sont des creusets que vous avez initiés au niveau du ministère pour justement répondre à cette préoccupation. Nous parlerons de concours national de la famille modèle. Tout cela aussi, c'est des creusets qui concourent quand même à ramener la famille dans un espace assez important. Et puis, nous sommes à 2 semaines de la fête des mères. 2018, nous en parlerons également. C'est une préoccupation pour vous au niveau de votre ministère. Je pense qu'avec tout cela, on va dégager les perspectives et tirer des conclusions pour répondre à notre préoccupation, comment remettre l'enfant au cœur de la famille face aux défis nouveaux. Merci encore une fois d'être venu à cette tribune pour échanger avec les Ivoiriens sur ce que vous faites au quotidien concernant la famille. Alors, je pense qu'on va d'abord trouver une définition de la famille. C'est qui la famille? Pourquoi parlons-nous de famille? Sinon, la famille, selon vous, c'est quoi? On va commencer par Mme Aïmé. Merci. La famille, c'est un groupement de personnes. On va dire comme ça de façon générale, c'est un groupement de personnes qui vivent sous un même toit et qui sont liées par des liens sanguins ou des liens légaux et légitimes, soit donc le mariage. Donc c'est ainsi que la famille se définit de façon générale. Mais il faut savoir que la famille, elle peut être élargie avec les collatéraux et les ascendants. Bien évidemment, le père, la mère et les enfants. Tous vivant sous le même toit ou non. En Côte d'Ivoire, nous avons de plus en plus opté pour la famille nucléaire. Voilà, c'est-à-dire le père, la mère et leurs enfants. Est-ce qu'il y a des familles sans enfants aujourd'hui? C'est-à-dire papa et maman vivent ensemble. Est-ce qu'on peut les appeler famille? On peut les appeler famille parce que la famille commence par le père et la mère d'abord. Après viennent les enfants. Mais sinon, dès qu'il y a contraction de mariage entre un homme et une femme, c'est déjà le début de la famille. Madame Kwasi, vous avez la même approche? Au niveau du ministère, il y a déjà la politique nationale de la famille qui a été élaborée et qui donne une définition de la famille. Mais toujours est-il que la famille, comme elle a dit, c'est un ensemble de personnes composées du père, de la mère, des enfants. Et il y a des collatéraux, il y a les grands-parents, il y a les tantes, les cousins, cousines, oncles, neveux, nièces. Tous cela font partie de la famille. Mais généralement, en Afrique, il y a aussi les amis de la famille proche immédiate qui font également partie de la famille parce qu'on les appelle tonton, tanti, ainsi de suite. On appelle famille élargie, c'est ça? Oui, c'est aussi une famille élargie. Les beaux-parents aussi font partie de la famille? Nos parents, je disais tout à l'heure, les grands-parents. Oui, les grands-parents. Donc, il y a les grands-parents, il y a les tantes.
Donc les frères et sœurs des pères et mères. Ensuite, il y a les cousins, cousines, neveux, nièces. Tout cela fait partie de la famille élargie. Mais en plus de toute cette famille élargie que nous avons communément, il y a les amis proches de la famille qui, sans avoir de lien sanguin ou de lien de mariage contractuel, un contrat moral lie ces personnes qui deviennent membres des familles. Les enfants les appellent tonton, tanti, ainsi de suite, parce que il y a un lien moral qui les lie à la famille. Et voilà, c'est certaines personnes, au lieu de dire famille, disent cellule familiale. Est-ce qu'il y a fondamentalement une différence? Quand on parle de la cellule familiale, c'est qu'on ramène la famille à un niveau plus restreint. Parce que la cellule, c'est quand même une partie du corps, c'est la plus petite partie du corps. Si on veut bien écouter ce que les scientifiques nous disent. Alors, quand on parle de la cellule familiale, c'est vraiment le noyau qui constitue la famille. Père, mère, et s'il y a des enfants, en plus des enfants, constitue vraiment le noyau de la famille, c'est la cellule familiale. Mais la famille peut être élargie. On a parlé des collatéraux, ainsi de suite. Alors pour aujourd'hui, on va s'arrêter à la cellule familiale. Absolument. Papa, maman, enfant. Oui. N'est-ce pas? Oui. Quel est le rôle de chaque composante dans la manière? Le rôle de chaque composant, je dirais que dans la famille... On sait qu'aujourd'hui, avec la nouvelle constitution où papa et maman ont le même rôle aujourd'hui. Expliquez-nous. Bon, je vais dire, c'est relatif. D'accord. C'est vrai que la nouvelle constitution et même la loi nouvelle relative au mariage dit qu'il n'y a pas de chef de famille. Mais chacun a un rôle à jouer dans la famille. Parce qu'il ne peut pas y avoir plusieurs capitaines sur un même bateau. Puisque c'est vous qui le dites, ok. Alors... Ça veut dire que ce bateau-là va naviguer à vue et peut-être va chavirer. Il y a tout de même un chef. Il y a tout de même un chef, voilà. Et loin de là, on va dire l'idée du gouvernement ou du législateur, voilà. On ne peut pas légiférer contre les familles. Et donc, je disais que c'est à propos que je dis que dans les familles, dans une famille, chacun a son rôle. D'accord? Aujourd'hui, la loi dit qu'il n'y a pas de chef de famille. Ça, c'est vrai. Il n'y a pas de chef de famille pour éviter, on va dire, l'avilissement ou bien la surexploitation en griffe de l'homme envers son épouse. Voilà. C'est pour ça que la loi les met sur le même pied d'égalité. Mais nous savons que l'homme a son rôle en tant que père de famille et la femme a son rôle aussi en tant que maîtresse de maison et mère de famille. Les deux se complètent. Nous les invitons, au travers de la loi nouvelle, à plus de communication. Parce que si nous avions la loi sous les yeux, nous verrons que la loi les invite à communiquer, quel que soit le problème qu'ils abordent, c'est-à-dire l'éducation des enfants, la prise en charge du ménage et tout. La loi invite les époux à plus de communication et à plus de collaboration entre eux, mais aussi avec les enfants. Parce que la communication dans la famille ne saurait se faire en dehors des enfants, parce qu'ils font partie intégrante de la famille. Donc, pour revenir à votre question, pour dire qu'effectivement, chacun a son rôle dans la famille. Mais ces rôles-là sont complémentaires. Ils sont complémentaires. Alors, si on est d'accord sur le rôle des composantes que sont papa et maman, quel devrait être véritablement le rôle des enfants, Madame Kwasi? Merci. Je voudrais revenir un peu sur ce que disait Madame Aïmé tout à l'heure. Dans une famille, on ne peut pas parler de chef. Et la loi le dit si bien, les deux sont chefs. Ça ne veut pas dire une relation de conflit. C'est une relation d'amour. C'est une relation humaine. Alors, il y a deux rôles. Chacun a un rôle déterminé, mais les deux rôles sont complémentaires. Pour le bonheur de qui? Du couple et des enfants. Les deux conjoints doivent s'asseoir pour déterminer qui fait quoi et à quel moment. La loi ne peut pas nous dire comment gérer le ménage. C'est à vous de savoir que dans un ménage, si quelqu'un veut porter la casquette de chef, toujours il y a une brimade qui va s'en suivre. Alors pour éviter les brimades, les ODD, les objectifs du développement durable nous demandent aujourd'hui de faire en sorte qu'il y ait une égalité entre hommes et femmes. On ne cherche pas une égalité dans le sens juridique du terme, mais c'est pour dire que l'homme, celui qui semble le sexe faible doit respecter l'autre sexe et le sexe fort doit respecter l'autre sexe pour que les deux ensemble cheminent pour le bonheur de la famille. Parce que si la famille est bien portante, cela va sans dire que l'État va bien se porter. Parce que c'est chaque famille, pris individuellement et en groupe, constitue l'État de Côte d'Ivoire. Alors, tout cela, c'est pour le développement de notre pays, c'est pour participer à l'émergence de notre pays. Alors, chacun doit jouer son rôle. Pas en tant que chef pour brimer,
mais savoir sa responsabilité, ses devoirs, mais également ses droits, afin que tous sachent comment mener le bateau pour qu'il arrive à bon port. Alors, donc, à vous entendre, la famille reste un maillon essentiel de la société. Absolument. Et, ça veut dire en clair que c'est la première cellule de la société. Merci. La famille. Absolument. Si la famille se porte bien, l'État, par conséquent, va bien se porter. Va bien se porter. Alors, à ce niveau, la gestion de la famille dépend de chaque famille maintenant. Parce qu'il n'y a pas un chapitre ou un article dans une loi qui dit voici comment les familles doivent procéder, Madame Aïmé. Oui, tout à fait, vous avez raison. C'est pour ça que vous me voyez hocher la tête, parce qu'en réalité, il n'y a pas de... Nous n'avons pas la science infuse, d'ailleurs personne ne l'a. Et on dit que chaque famille est un cas particulier. On peut arriver dans une famille où le père décide que c'est la mère qui doit être le chef, en griffe, bien sûr. C'est elle qui doit prendre les décisions, parce que quand il laisse son épouse prendre les décisions, la famille se porte bien. Peut-être parce que monsieur n'a pas été éduqué à prendre des décisions. Ou bien il n'a pas le temps. Ou bien il n'a pas le temps. Parce que monsieur qui est entre deux avions, il est toujours parti. Si la femme n'est pas assez responsabilisée... Absolument. Le bateau peut chavirer. Tout comme on peut arriver dans une famille où c'est le contraire. Mais cela ne veut pas dire que cette famille-là ne fonctionne pas. Voilà. C'est-à-dire, tout dépend de ce que les gens se disent depuis le début et tout ça. Voilà. Pour la bonne marche de la famille et tout ça. Voilà. Alors, donc on est d'accord sur cette définition. Et c'est fort de ça que vous avez salué un peu la proclamation de l'année de la famille en 1994. D'où vient cette proclamation? C'est parti de quoi? Pourquoi l'ONU a décidé que depuis 1994 de célébrer la famille? Bien. Si je m'en tiens aux documents que nous avons au niveau du ministère, avant 1993, l'Organisation des Nations Unies est restée un peu muette sur la question des familles. Alors que, comme le disait Madame Kouassi tout à l'heure, la famille, la cellule familiale est la cellule, on va dire, la cellule, c'est la société, mais en miniature. D'accord? Et les problèmes de la société sont réglés de façon individuelle. C'est-à-dire, l'Organisation des Nations Unies réglait le problème des femmes depuis 1975. On a les accords de Maputo. Et on réglait aussi la question des enfants. Mais la question de la famille en tant que cellule, vraiment, ça manquait. Alors que c'est dans la famille qu'on doit avoir déjà l'éducation des enfants. Parce que la société souffre vraiment. Quand les enfants ne sont pas bien éduqués, les enfants, c'est l'avenir de la société. C'est pas un secret quand on le dit. Tout le monde le sait. Et donc, c'est fort de ce constat-là que les Nations Unies ont proclamé l'année 1994 comme étant l'année de la famille. Et à partir de 1994, chaque 15 mai, chaque année, on doit célébrer la journée internationale de la famille. Voilà d'où est partie la proclamation de l'année 1994. 1994 à 2018, ça fait 24 ans. Bien compté. Je voudrais ajouter à ce que Mme Aïmé a dit. Effectivement, la famille, comme on le disait tantôt, est vraiment le maillon essentiel pour toute société qui veut se pérenniser. Je ne peux pas rentrer dans les détails. Je sais que les objectifs du millénaire prennent en compte toute une série de préoccupations pour que la vie en société, dans les pays et dans le monde soit meilleure. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a eu plusieurs constats également de violation des droits des enfants, de violation des droits des femmes. Il y a eu plusieurs violations. On a parlé il y a les VBG, les violences basées sur le genre, avec les mutilations génitales, les excisions, c'est la même chose, les mariages précoces, les enfants qui vraiment, la violence physique, la violence psychologique. Il y a plusieurs violations qui entraînent des comportements déviants chez les enfants et chez certains parents, ce qui fait que la famille est disloquée. Alors, à un moment donné... C'est une bonne parade pour entrer dans le deuxième chapitre, c'est vrai, c'est une belle transition. Mais je pense que juste avant d'attaquer ce deuxième chapitre où on dénonce, on va parler de la politique nationale de la famille. Quel diagnostic faites-vous justement de la situation des familles en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Le diagnostic de... Ok, merci. Donc, je disais que il y a beaucoup de violations. Il y a beaucoup de souffrances. Les familles monoparentales. Il y a des familles
où le père est quasi absent, où la mère ne se soucie pas de ses enfants, et donc la famille est disloquée. Alors tous ces constats ont fait prendre plusieurs décisions au gouvernement, et il y a eu plusieurs programmes qui ont été créés pour répondre à différents soucis dans le cadre d'améliorer la condition de la femme, des enfants, mais le tout ensemble de la famille. Alors, il y a la direction de la protection de la famille. Il y a la direction de la protection de l'enfant. Il y a les programmes qui mettent en œuvre tout un tas de programmes, de plans d'action pour aider toutes ces vulnérabilités-là à être résorbées pour que la famille retrouve son unité. Donc l'État de Côte d'Ivoire s'est saisi de ce problème-là, sachant qu'il faut régler tout cela pour que la famille aille de l'avant. Et c'est dans cela, en ce sens que le 15 mai trouve tout son sens, parce qu'il ne faut pas que célébrer. Mais quand on finit de célébrer, il faut agir. Vous voyez, et l'État de Côte d'Ivoire a bien pensé les choses, a pris toutes les dispositions pour que les directions, les programmes, chaque programme puisse jouer son rôle. Il y a plusieurs programmes, il n'y a pas que ceux que je viens de citer. Il y en a d'autres, et dans tous les ministères, il y a des entités qui adressent la question. Voilà. C'est fort de cela que on a mis en place une politique nationale de la famille, Madame Absolument, Aïmé. Absolument. Alors on va y aller tout droit. Que dit cette politique? Bien, je vais emboîter le pas à Madame Kwasi pour dire qu'il y a véritablement un souci au niveau des familles. Dans le diagnostic, comme on le disait plus haut, il y a un manque criard de la perte. Enfin, il y a on doit dénoncer quand même la perte des valeurs fondamentales, familiales. C'est quelque chose vraiment que nous avons constaté et qui... Mais ça ne date pas de maintenant. Ça ne date pas de maintenant, mais aujourd'hui, on va dire la situation, ça s'est empiré. Et ça va décroissant. Aujourd'hui, on remarque qu'il y a partout, on parle partout d'enlèvement d'enfants et même d'adultes, des sacrifices rituels. Ce n'est pas qu'avant, ça n'existait pas. Mais aujourd'hui, le problème est devenu plus profond. Voilà. Et ça devient un peu comme un fait divers. De plus en plus. C'est malheureux, c'est choquant même à la limite. Voilà. Et donc c'est pour cela, c'est pour tout cela que, on va dire, la politique nationale de la famille. C'est vrai que je disais tantôt que aucune personne n'a la science infuse. La politique nationale de la famille a été initiée par le gouvernement et mis en œuvre par notre ministère qui porte la thématique famille pour pouvoir essayer de donner des pistes de solutions à ce genre de défis dont fait face les familles, mais aussi la politique nationale de la famille représente un peu une boussole pour le ministère. Voyez-vous, le gouvernement pose des actions en faveur de familles, mais sans politique, ces actions sont éparpillées, on n'arrive pas à quantifier, on n'arrive pas à capitaliser ces actions-là. Et donc c'est pour cela que la politique nationale de la famille a été mise sur pied, pour pouvoir orienter le gouvernement même dans ses actions en faveur des familles. Dans ces grands axes, on peut dire quoi de cette politique-là? Les grands axes de cette politique, c'est aider le gouvernement même et puis aider la partie juridique à mieux appliquer les dispositions que nous prenons en faveur des familles. Parce qu'il y a une faible application même de la loi. Enfin, il y a une faible application de la loi. Voilà, et ça c'est connu de tous. Donc, il y a un mécanisme qui sera mis en place pour que les dispositions, les lois que le gouvernement prend en faveur des familles soient mieux appliquées pour le bonheur de tous. Il y a cela. Il y a également, tantôt je vous disais, de la perte des valeurs morales. Il y a une autre stratégie aussi, un angle qui dit qu'on va aider, n'est-ce pas, appuyer des stratégies qui sont mises en place pour aider vraiment les familles à mieux intégrer les valeurs familiales. Parce que l'éducation de l'enfant, ça commence dans la famille et ça se termine dans la famille. La société et l'école, le système scolaire, ils vont essayer d'arrondir un peu les angles, mais tout doit se faire, tout doit commencer dans la famille. Voilà, il y a cela. Et puis il y a d'autres axes, par exemple, qui parle du bien-être de la famille. Voilà, aussi que nous essayons de développer aussi dans cette politique-là.
Vous voulez ajouter, Mme Kwasi? Oui, je voudrais dire que je veux remonter un peu à une certaine époque où on parlait encore de la famille élargie. À l'époque, je me souviens dans notre enfance, quand un enfant posait un acte, les voisins du quartier aussitôt réprimandaient l'enfant et le ramenaient à la raison et venaient dire aux parents, on a vu l'enfant en train de faire ça, on l'a corrigé. Il n'y avait pas de problème. Et ça remettait tous les enfants sur le droit chemin parce que chaque enfant savait que partout où il passait, si ses parents sont connus dans le secteur, tout acte répréhensible qu'il va poser, il sera sanctionné. Ça mettait un peu de garde-fou aux enfants. Aujourd'hui, si vous vous méprenez à vouloir corriger l'enfant de Pierre ou de Paul parce que vous connaissez bien sa famille et que vous êtes dans le même quartier, ce sont des gens respectables que vous saluez tous les jours, c'est le jour-là que vous allez découvrir que le visage qu'on vous présentait tous les jours n'est pas le bon. Parce qu'ils vont vous dire qui vous avez touché à mon enfant. Et aujourd'hui, ça fait qu'il n'y a plus de garde-fou parce que l'enfant se sent libre. Il peut faire tout ce qu'il veut dehors, pourvu qu'à la maison, on le croit sain. Alors, comment en est-on arrivé à cette faillite? Oui, l'interrogation c'est ça. Pourquoi ce qui était bien avant n'est pas applicable aujourd'hui? Bien, ce que je pourrais vous dire de toutes les recherches que nous avons faites, les écoutes et les lectures, on remarque que de plus en plus, les familles africaines s'occidentalisent. On veut copier le modèle européen. Mais est-ce que nous le faisons bien? C'est là tout le problème parce qu'en Europe, ils ont d'autres mécanismes de contrôle. Mais est-ce que nous avons ces mécanismes de contrôle sur les enfants en dehors de la maison et en dehors de l'école? Alors, tout part de tout cela. Quand le père, il est parti, et avant, la mère, souvent, était à la maison, elle était ménagère. C'est un travail comme tout autre. On a souvent tendance à dire que ma mère est ménagère, elle ne travaille pas. Mais être ménagère, c'est le travail le plus difficile qui soit. Et donc, ces mères-là avaient tout le temps, elles s'occupaient des enfants. Elles en prenaient soin, elles leur prodiguaient des conseils quand elles remarquaient des choses. Mais aujourd'hui, aucun parent n'est à la maison. S'il n'est pas fonctionnaire, s'il ne travaille pas dans le privé, il a toute une autre activité qui l'occupe à telle enseigne que l'enfant est livré à lui-même ou confié à l'éducation des gens de maison, de la servante, de la nounou, et ainsi de suite. Mais est-ce que cette nounou, cette servante, quelle est son éducation? Il y a tout cela. Est-ce que vous êtes interrogé sur le fait que l'école soit devenue aujourd'hui un dépotoir? Les parents, on les voit à la rentrée, on les voit peut-être à la clôture. Ils sont combien de parents? Peut-être j'allais vous poser la question à vous-même. La dernière fois que vous êtes parti vérifier l'état de travail de votre enfant, c'était quand? Il y a tout ça. Les parents déposent les enfants à l'école, ils ne cherchent pas à savoir si l'enfant va réellement à l'école. Est-ce qu'il fréquente? Est-ce qu'il est assidu? Autant de questions. Mais voilà, vous posez les bonnes questions parce que effectivement c'est cela. Nous parlons, nous ne disons pas que nous ne faisons pas partie de ces parents-là qui aujourd'hui n'ont pas le temps pour leurs enfants. Pas parce que nous voulons, comment je pourrais dire, dédouaner, mais c'est la réalité aujourd'hui. On n'a pratiquement pas le temps. Et quand on a le temps, on essaie de le faire, mais il faut toujours faire mieux. Parce que les enfants sont hyper intelligents de plus en plus. Oui. Ils trouvent toujours des stratégies, des astuces. Pour vous, c'est compliqué. Alors, nous devons comprendre que nous avons des valeurs qu'on ne doit pas perdre de vue. Parce que le quartier forme une famille. On doit pouvoir mettre les garde-fous pour aider nos enfants. Mais nous-mêmes, nous devons accepter de nous faire une introspection pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas. À quel moment ça a commencé à déraper? Chez nous-mêmes d'abord. Parce que quand vous n'êtes plus du tout chez vous à la maison, commencez à vous poser les bonnes questions. Alors vous trouverez les bonnes réponses pour pouvoir aider au mieux vos enfants, mais vous-même. Parce que si l'enfant a un problème, c'est parce que vous en avez vous-même d'abord, vous parents. Alors nous avons tous des problèmes. On doit se poser les bonnes questions. Et la politique nationale de la famille vient à propos. D'accord. Madame Aïmé, est-ce que ce n'est pas que le fait aussi qu'on n'ait pas tenu compte? On n'a pas tenu compte de l'évolution de la vie elle-même. On n'a pas su adapter l'éducation
qu'on devait donner aux enfants avec l'évolution. Parce que quand vous dites, quand Mme Kwasi parle de réprimander l'enfant du voisin, sans souci, sans problème, ça il y a 20 ans, il y a 25 ans. Aujourd'hui, ce n'est plus valable. Parce que avant, il n'y avait pas les cybercafés, il n'y avait pas d'enfants microbes, il n'y avait pas réseaux sociaux. Oui. Alors, est-ce que dans votre politique nationale de la famille, vous incluez ça? Est-ce qu'on n'a pas su s'adapter à l'évolution de la vie? Absolument. Dans la politique nationale de la famille, cela a été prévu. Et une politique aussi, quand quelque chose n'a pas été pris en compte, après, au moment de l'exécution de la politique, nous faisons une évaluation en vue de prendre en compte. Mais ce phénomène-là, fort heureusement, a été pris en compte dans la politique nationale de la famille. J'allais dire que les valeurs fondamentales communautaires ont foutu le camp en même temps que les valeurs fondamentales familiales. Voilà. On ne sait pas trop à quel moment, mais cela a foutu le camp. C'est certainement avec l'arrivée des nouvelles technologies, voilà. C'est certainement avec l'arrivée de... On nous dit que c'est l'évolution, c'est la modernité. Oui, et en même temps, nous aurions dû nous adapter, nos parents. Nous aurions dû, mais nous aussi, nous sommes, si vous voulez, la génération transitoire entre l'époque où il y avait les valeurs communautaires et cette époque nouvelle-là. Alors, ça, c'est un peu compliqué, mais je pense que nous devrions rebondir. Madame Kwasi l'a dit tout à l'heure, l'Européen, nous avons copié l'Europe, l'individualisme dans les familles. Mais les Européens, ils ont d'autres mécanismes de contrôle. Mais pas nous. Voilà. Pas nous. Nous copions mal. Voilà. Nous copions mal. Nous avons dit tout à l'heure aussi que les parents ont une forte responsabilité dans l'éducation des enfants. Aujourd'hui, tout le monde cherche l'argent. Encore le modèle européen et américain. On cherche l'argent et l'argent à tout prix. Nous oublions nos enfants. Écoutez, nous cherchons l'argent pour qui au fait? C'est pour les enfants. Alors, si tu cherches l'argent, que tu gagnes l'argent et que malheureusement les enfants sont laissés pour compte, finalement cet argent sert à quoi? Madame Kwasi, elle est témoin parce que étant chargée du programme des enfants et adolescents vulnérables, elle sait que les enfants et adolescents vulnérables ne sortent pas que des familles démunies. Non. Il y en a qui proviennent des familles très nanties, malheureusement. C'est pour nous dire que... s'explique? Papa et maman n'ont pas le temps de s'occuper des enfants. Elle a dit tout à l'heure, l'éducation des enfants est laissée aux mains du personnel de maison. Et de l'école. Personnel de maison et de l'école. Mais que peuvent les enseignants face à un enfant qui ne respecte personne, peut-être parce qu'il a beaucoup d'argent, l'argent que l'enseignant lui-même n'a jamais espéré avoir. Cet enfant a ça en sa possession. Est-ce qu'il peut respecter les enseignants? C'est pas possible, encore moins les éducateurs. Donc voilà un peu la réalité, la triste réalité, j'allais dire, devant laquelle nous nous trouvons. Un élément essentiel également, il n'y a plus de modèle pour nos enfants. Nos enfants n'ont plus de repères. Les modèles de nos enfants, ce sont aujourd'hui les acteurs de cinéma, les artistes, les footballeurs, ainsi de suite. Ouais. Tous ces genres de médias. Souvent, la radio, je ne sais pas si je peux le dire, la télévision catholique KTO. Et je vois des séminaires organisés à l'endroit des enfants. Et je vois des enfants européens qui font du bénévolat au niveau de l'église catholique, qui vont dans les villages, qui vont dans les régions où l'église a identifié des personnes vivant seules, des enfants, des vieillards. Et ces enfants-là vont visiter ces vieillards-là. Alors vous voyez que c'est cette communauté que nous avions, qu'eux ils sont en train de copier. Ils le font. Alors rien n'est perdu parce que c'est nous qui sommes les détenteurs de cette vie communautaire-là. Il suffit de vouloir réorienter les choses pour que nous puissions y parvenir. Les enfants, je pense que ils posent certains actes aujourd'hui parce que eux-mêmes sont perdus. Ils ne savent plus qui copier. Papa n'est jamais là pour dire que je suis fier de mon papa. Je vais regarder ce qu'il fait pour vivre comme lui. Maman n'est pas là pour savoir si maman, elle a une bonne vie.
et que je peux m'identifier à maman. Alors, la servante, c'est pas à elle que papa, maman va s'identifier, ou bien l'enfant va s'identifier, parce que généralement, il y a certaines qui sont bien gentilles. Je ne veux pas les dépeindre, comment on appelle ça, les montrer du doigt comme étant les fautifs de ce qui se passe. Non. Les parents doivent faire une introspection pour voir à quel moment tout a dérapé, pour pouvoir bien corriger. Alors, donc, aujourd'hui, il est bon de se poser les bonnes questions pour réorienter nos enfants, pour leur donner un modèle. Parce que le modèle que donnent les réseaux sociaux, tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, c'est ce qui éduque nos enfants. Ce qui se dit dans les quartiers, quand ils sont entre eux, à l'école, ils ne copient. Avant, les enfants même, quand on était élève même, le professeur, le meilleur professeur de l'établissement, tout le monde voulait être professeur parce qu'on voulait ressembler au professeur, le meilleur de l'établissement. Aujourd'hui, le professeur n'est pas un modèle. Mais bien entendu. Et pas parce qu'il ne le veut pas. Mais l'enfant ne peut même pas avoir d'égard pour son professeur parce qu'il est peut-être plus nanti que le professeur. Vous voyez, alors qu'avant, le professeur, quand il parle, c'est un maître qui parle. Donc, vous voyez que tout cela mis ensemble nous donne matière à réfléchir. Alors, tout à l'heure, on va arriver aux solutions. Je pense qu'on aura beaucoup à dire aussi. Comment avez-vous vécu toutes les deux en tant que mère? Comment vivez-vous? Parce que c'est encore actuel. Ce qu'on n'a pas connu, ce qu'on n'avait pas connu peut-être dans votre cursus scolaire, les fumoirs à l'école aujourd'hui. Comment vivez-vous les vacances anticipées, les vacances de Noël par exemple, où chacun décide d'aller en vacances quand il veut? Alors vous en tant que mère déjà, comment vous vivez ces deux phénomènes-là? Bien là, Madame Aïmé, je me sens interpellée, donc vas-y. Je vais me lancer. Merci bien, monsieur. C'est pour toutes les deux. Hein? Oui, je sais, mais je disais que j'allais commencer parce que je me sens un peu interpellée. Je voudrais vous dire une chose. Les fumoirs... Je précise pour ceux qui viennent de nous prendre en marche que vous êtes chargé des programmes de protection des enfants et des adolescents vulnérables. Voilà. Au ministère de la Femme, de la protection de l'enfant et de la solidarité. Vous avez parlé des fumoirs à l'école. Aux abords de l'école, mais tout a commencé par les maquis, tout a commencé par l'alcool, parce que on a tendance à oublier, c'est que l'alcool est une drogue. Elle est plus destructrice même que certains stupéfiants. Je ne dédouane aucun stupéfiant, tout stupéfiant est nuisible. Et nous sommes en train de faire des sensibilisations en ce moment avec les jeunes et nous parlons de cela. L'école même est consciente que c'est aujourd'hui un problème qu'il faut régler. Le fumoir ne se crée pas de lui-même. Ce sont des êtres humains qui le font. Comment ils s'y prennent pour mettre des fumoirs aux abords de l'école? La seule chose que moi j'ai compris, c'est que ils savent que l'enfant, quelle que soit la situation de ses parents, ils vont toujours lui trouver ne serait-ce que 500 francs pour qu'il puisse manger à l'école. De ce fait-là, déjà, c'est un marché potentiel. Les enfants d'aujourd'hui n'ont pas tous, mais pour la majorité, ils se font beaucoup confiance les uns les autres. Et entre eux, quand un de tes amis, que tu dis, mon gars ou bien mon ceci, cela, te dit, bon, et c'est ça. Quelquefois, tu n'as même pas conscience de ce qu'on te propose, mais tu prends parce que c'est ton ami, tu as confiance en lui qui te propose cela. Et demain, tu te retrouves dans une situation scabreuse. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que d'abord, les enfants sont victimes parce qu'ils sont un potentiel marché pour toutes ces personnes qui prennent un malin plaisir à créer des fumoirs et des bars et maquis aux abords des écoles parce que l'enfant, quand il va à l'école, ses parents, malgré leurs moyens, souvent minimes, sont tenus de lui donner ne serait-ce que 500 francs. Et ça, ils le savent. Multiplier ces 100 francs par chaque élève de l'école, de l'établissement, s'ils sont 1000, vous imaginez ce que ça fait? C'est un marché potentiel, sans avoir souffert, sans avoir crié, montrer les bienfaits de ce que vous vendez. Vous avez un marché potentiel. Ils sont naïfs. Ça aussi, c'est un autre débat. Est-ce que c'est conseillé de donner de l'argent à un enfant lorsqu'il va à l'école? Ou à partir de quel âge doit-on donner de l'argent à un enfant? On vous a dit tout à l'heure que papa, maman sont au travail. Il n'y a pas à manger à la maison. Soit l'enfant fréquente au plateau. Parce qu'il y a même des élèves du primaire qui sont au plateau.
il faut bien lui donner à manger. Si on peut payer la cantine, s'il y a une cantine, mais s'il n'y a pas de cantine, l'enfant doit pouvoir sortir pour aller payer son gaba pour manger. Voilà le problème. Alors maintenant, la solution, c'est ça. C'est-à-dire, la grande question, c'est ça. Papa, maman travaillent. Les deux ne rentrent pas avant 20h30, 21h. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit laisser maman à la maison, elle ne doit pas travailler parce qu'elle a des enfants? On fait quoi? Est-ce que c'est une solution durable? Madame Aïmé. Monsieur Paul Philippe, malheureusement, on aurait aimé vous dire oui, il faut que maman reste à la maison. Moi, j'aurais aimé dire ça. Est-ce que vous, Madame Aïmé, on vous demande de rester à la maison à partir de cet instant parce qu'il y a un rattrapage à faire au niveau des enfants? Accepterez-vous cette proposition? Si j'avais un rattrapage à faire au niveau de l'éducation d'un de mes enfants, je le ferais volontiers. Parce que j'ai dit d'entrée de jeu que nous courons tous et nous cherchons de l'argent. Bon, c'est pas à tort. Il faut bien gagner de l'argent pour bien vivre aussi. Mais après, quand on se rend compte qu'on a manqué quelque chose dans l'éducation de son enfant et qu'on voit son enfant aller à la dérive, qu'est-ce qu'on fait? Il faut pouvoir s'arrêter un moment. Il faut pouvoir s'arrêter un moment pour reprendre son enfant. Moi, Madame Aïmé, je serais prête à le faire. Mais combien de mères sont prêtes à le faire? Mais encore, je veux dire que ce n'est pas trop ça la question. Que la mère reste à la maison, non. C'est un point de la question quand même. Oui. Tout de même. Bon, je veux dire, ça ne serait pas la solution, voilà, c'est ce que je voulais dire. Ça ne serait pas la solution toute trouvée. Parce qu'encore, elle peut rester à la maison et puis être incapable de gérer la situation. Voyez-vous, nous pensons au ministère et principalement à la direction de la famille que la clé de tout ça, c'est la communication. Vous l'avez dit d'entrée de jeu. La communication constructive. Parce qu'on ne communique pas pour s'entendre parler, mais pour entendre l'autre, pour écouter l'autre. Alors, selon vous, pourquoi des parents ne communiquent pas aujourd'hui avec les enfants? Il y a des sujets sur lesquels les parents ont malheureusement du mal à communiquer avec les enfants. Je vais vous dire quelque chose. Moi, en tant que mère de famille, j'étais effrayée. Oui, je n'ai pas peur de le dire. J'étais effrayée d'aborder la question de l'adolescence, vous comprenez, de la puberté et tout ça, avec ma fille qui, heureusement, malheureusement pour moi, est en train d'aller vers, cet âge-là. Vraiment, j'étais un peu effrayée. Mais je me suis reprise parce que je me suis dit que si je ne lui en parle pas, elle en entendra parler dehors. Elle arrive à lui en parler. Voilà. Elle en entendra parler dehors et c'est ça qu'elle va prendre pour argent comptant. Et donc j'ai pris le taureau par les cornes. Et j'en parle avec ma fille vraiment à bâton rompu. Mais en même temps, il faut lui expliquer que... Je lui explique par exemple, pour moi, à mon niveau, que c'est le genre de sujet qui relève de son intimité. Et qu'un enfant doit avoir son intimité. Toute personne doit avoir son intimité. C'est des questions qu'on n'aborde pas avec ses camarades. Effectivement, en classe, on en parle maintenant de plus en plus, la puberté et tout ça, de plus en plus on leur en parle. Mais je lui ai dit que pour les questions qu'elle ne comprendra pas, qu'elle peut s'adresser à moi ou à papa, nous sommes ouverts. Nous sommes ouverts. Voilà. Aujourd'hui, elle n'est pas encore portée vers les réseaux sociaux. Mais plus tard, ça viendra. Et il faut se préparer à tout ça. Il faudrait que les parents d'aujourd'hui soient préparés à tout ça. Il faut vraiment briser la glace. À notre temps, on ne pouvait pas. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas évoquer avec les parents. Ouais. Tout simplement parce que les parents étaient fermés. Les parents étaient fermés, mais en même temps, ils étaient bloqués. Et en même temps, nous aussi, on avait quand même un peu d'égards à cause du fait qu'il n'y avait pas de prolifération de réseaux sociaux et tout ça. Donc, ce qu'on disait entre camarades en général, nos camarades, ce n'étaient pas des camarades virtuels, ce sont des camarades physiques qui sont aussi connus par nos parents. Donc, si ta camarade te dit quelque chose que tu rapportes à ta mère ou à ton père, le camarade, on peut le reprendre. Voilà, soit mon père ou lui, son père peut le reprendre. Du coup, on arrivait quand même à nous canaliser. Mais aujourd'hui, ils ont des amis virtuels. Voilà. Sur lesquels on ne peut pas mettre la main. Si cet ami-là, Madame Kwasi l'a dit tout à l'heure, lui propose quelque chose et qu'il a confiance un tant soit peu à cet ami, voilà. Donc, bonjour les dégâts. Voilà. Donc, c'est pour dire que vraiment, il faudrait que nous, parents, jeunes, vieux, quelle que soit notre génération, qu'on puisse parler aux enfants.
On pense que leur parler, c'est ouvrir la porte aux dégâts. Bien au contraire. Bien au contraire, c'est pouvoir les canaliser, les aider à utiliser cet instrument qui est Internet pour leur formation, pour leur éducation et non pas pour les dépraver. Pour les dérives, voilà. Alors, tout ça ramène à la notion de respect. Quand vous parlez du temps antique, avant, oui, c'est vrai, avant c'était bien, parce que les gens avaient du respect pour leurs parents, qui s'apparentaient à une certaine peur. Alors, finalement, on ne demande pas aux gens d'avoir peur de leurs parents, mais en même temps, le minimum, Madame Kwasi. L'incivisme, je ne sais pas pour l'Afrique, mais en Côte d'Ivoire, de plus en plus, l'incivisme gagne du terrain. Quand vous êtes dans la circulation, jusqu'à ce que vous arriviez à votre destination, vous êtes au moins énervé 5 fois. Tout le monde est pressé. Tout le monde veut passer avant son ami. Ça fait plein de dégâts. Pour dire que c'est l'incivisme, tout cela d'abord. Ça, c'est pas les enfants. Hein? C'est pas les enfants. C'est ce que nous leur inculquons qu'ils font. Vous dites à votre enfant, faut pas boire. L'enfant sort, dès qu'il tourne là, il vous voit, vous, avec vos amis, autour de 2 casiers, 3 casiers. Il va dire, projet Carrefour. Mais voilà, il va dire, mais papa dit, faut pas y boire, mais lui-même là, c'est un con. Et puis quand ils sont entre eux là, il se moque de toi. Mais c'est ça qu'il va intégrer comme vérité. C'est parce que tu lui as dit là qu'il va intégrer comme vérité. Alors il faut réparer cela pour dire, moi je bois, parce que mon âge aujourd'hui peut-être me le permet. Mais toi, si tu bois, ton cerveau ne va pas se développer comme il faut. Parce que le cerveau, c'est le meilleur ordinateur qui soit sur Terre. Et dans le cerveau, il y a chaque place pour le fonctionnement normal de l'organisme humain. Alors si tu bois, dans le développement de ton cerveau, là, il y a des parties qui vont être retardées et tu risques d'avoir des problèmes. Alors, sans avoir la science infuse, pour reprendre les propos de Mme Aïmé, la politique nationale de la famille ne veut pas pour autant régler tous les problèmes. Pas du tout. Elle ne peut pas régler tous les problèmes, c'est pour ça qu'il y a des programmes. Il y a le PNOEV qui est là, Programme national des enfants et autres enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida. Mais il y a le programme de protection des enfants et adolescents vulnérables qui, lui, se charge de tout ce qui concerne les enfants vulnérables, les enfants en situation de rue, les enfants porteurs de handicap, mais également les enfants dont on a tant parlé en Côte d'Ivoire, les enfants dits microbes. Aujourd'hui, le gouvernement a pris un décret. Ils ne sont plus dits microbes, ils sont dits en rupture sociale. Parce que c'est parce que la société a failli que ces enfants se retrouvent dans cette situation. Non, c'est pas de peut-être de leur fait, non. De leur fait et de leur faute. Non, ça peut être de leur faute, de leur fait, mais également du fait de la société. Parce que, vous savez, quelqu'un peut vous proposer une marchandise, vous pouvez refuser comme accepter. Il y a certains qui refusent et il y a d'autres qui acceptent. Donc que tu acceptes, c'est de ton fait. Mais en même temps aussi, dès l'instant qu'on te permet toutes les libertés qui peuvent t'emmener, ou bien que tu as toutes les privations qui te conduisent, l'oisiveté étant mère des vices, il ne va pas à l'école, ou bien même s'il va à l'école, il n'y va pas, mais personne ne contrôle qu'il n'y va pas. Il n'a même pas appris un jour à prendre le petit balai pour balayer le salon de papa, maman. Il ne sait rien faire de ses 10 doigts. Il n'aime pas travailler. Il va vous dire que ce n'est pas son rôle, ça. Oui, c'est ce qui est malheureux, parce que nous, garçons comme filles, on vous partage le travail à la maison. Absolument. Et on vous apprend pour vous dire il faut travailler, il faut aimer le travail. Tout part de là. Mais notre jeunesse d'aujourd'hui, ils ne savent même pas cuire un œuf. Ils préfèrent avoir faim, aller acheter garba, que de pouvoir d'ouvrir le frigo, prendre 2 œufs, les frire, ainsi de suite. Donc vous voyez qu'il y a tout cela. Alors on est heureux que parce que madame a parlé vous avez parlé de enfants de la rue, enfants dits microbes et en rupture sociale, vous avez dit. Oui. Et la politique nationale de la famille, heureusement encore, prend en compte l'environnement actuel et les défis actuels. Et ça nous amène à cette journée internationale de la famille, n'est-ce pas, au 3e chapitre. D'une journée de la famille à une autre, quel bilan peut-on faire? Hier, avant-hier, c'était la mère qui était au cœur de l'action. Aujourd'hui, c'est l'enfant. Et tout ça, quand vous revisitez vos programmes et vos célébrations de ces journées-là, pensez que vous êtes sur la bonne voie. Lorsque nous faisons un bilan de toutes ces célébrations, nous disons que nous avançons à petits pas, mais sûrement. D'accord. Hier, c'était la
célébration de la femme. Il était question de l'autonomisation de la femme en milieu rural. Ça avance, non? Autonomisation financière. Autonomisation financière ça avance de à la ce femme. niveau, non? Oui, ça avance. On a une direction qui est chargée de cela et puis on a également des programmes qui sont chargés de ça. Donc l'autonomie est possible. Voilà. C'est possible. D'accord. En milieu rural. Aujourd'hui, nous allons parler, le 15 mai, nous allons parler de l'enfant au cœur des familles. Les éditions précédentes, nous avons mis la PNF, la politique nationale de la famille, en avant. Parce que la politique nationale, il fallait faire connaître la politique nationale de la famille. C'était un de nos plans de vulgarisation pour que les populations, les familles vraiment prennent conscience qu'il y a une politique. On ne navigue pas à vue au gouvernement, c'est impossible. Voilà, donc il y a une politique qui prend en compte les questions et les défis liés à la famille en Côte d'Ivoire. Pour aujourd'hui, et quand nous faisons le point, nous voyons que nous avançons également au niveau de la politique nationale de la famille. Aujourd'hui, nous allons parler des enfants au cœur de la famille. Et c'est à propos que nous avons choisi la commune d'Abobo. La commune d'Abobo parce que, sans trop fustiger la commune, le phénomène des enfants Madame Kouassi, des enfants en rupture sociale a beaucoup plus d'ampleur là-bas. Est-ce qu'il y a un nouveau mot? Non, c'est pas un nouveau mot. Au fait, c'est comme cela. C'est comme ça qu'on doit les appeler. C'est comme ça qu'on doit les appeler. Pourquoi? Microbe, c'est frustrant, c'est ça? Un microbe, on le tue. Ah, d'accord. Ok. Voilà. On s'est compris tout de suite. C'est ça. Parce que quand on fait le point, quand même, c'est les enfants de Côte d'Ivoire qui ont aussi leur mot à dire, n'est-ce pas, dans la construction de la nation. C'est pour cela que nous disons qu'il est mieux de dire qu'ils sont en rupture sociale. Et cette année, c'est d'eux vraiment que nous allons parler. Pas de façon, on va dire, c'est pas vraiment centré et recentré sur eux. Quand on parle de l'enfant au cœur de la famille, il y a des enfants qui ne sont pas en rupture sociale, mais qui ont tendance à aller un peu dehors. Il y a des enfants aussi qui sont beaucoup dans la cybercriminalité. Donc c'est de toute cette situation-là que nous allons parler. À travers quoi? Qu'est-ce que vous faites? C'est des panels, c'est des exposés? Quel est le programme que vous mettez en place? En dehors du 15 mai. En fait, je voulais, avant de parler du programme, je voulais rebondir sur des éléments. En fait, je voulais dire que la célébration des journées, c'est pour attirer l'attention de tous sur un certain nombre de problèmes. On n'a pas la solution sur place, mais c'est pour dire à la société, attention, il y a telle difficulté, il y a tel problème, il y a tel problème. Et au fur et à mesure qu'on attire l'attention, on cherche les solutions pour pouvoir aller à l'essentiel pour régler ces problèmes. Travailler sur l'homme est difficile. Alors, on pose des petits pas, mais des pas très sûrs. C'est ce qu'on fait. Donc, la journée internationale de la femme, on s'est rendu compte que les femmes rurales travaillent beaucoup pour rien du tout. Généralement, ce sont elles qui scolarisent leurs enfants et tout. Alors, si elles ont une certaine autonomisation financière, cela leur permettra de pouvoir mieux prendre en charge leurs enfants, mais également amener à équilibrer la famille aussi, puisque tous deux, les père et mère, sont un pour éduquer les enfants, chacun apportant sa petite contribution. Ça pourra aider les enfants à mieux se porter. Parce que le taux de scolarisation en milieu rural est quand même, le pourcentage est quand même élevé. Les enfants qui ne vont pas à l'école en milieu rural. Alors si la femme est autonome, elle pourrait mieux aider parce que dans tous les cas, on se rappelle toujours que c'est la grand-mère qui au bout de son pagne enlève toujours quelques jetons pour quand maman m'a chassé de l'école, c'est elle qui, son petit bout de pagne là, et puis elle te donne, tiens, je n'ai pas l'argent, mais toujours elle a un peu, il y a toujours un petit bout quelque part. D'accord. Donc c'est pour aider tout cela. Donc les journées institutionnelles sont faites pour attirer l'attention et pour aider à régler les différentes situations. Alors on sait que bon, pour cette journée, on aura le message du gouvernement avec madame le professeur Marietou Kodné. Ouais. Et puis ensuite, vous avez des panels, des exposés. La commune de Abobo va abriter la cérémonie officielle. C'est ça. Et il n'y a pas que ça. Après ça, vous avez aussi des creusets qui sont des plateformes et des rendez-vous. Absolument. Il y a le rendez-vous de la famille, salon de la famille, le concours national de la famille modèle. Oui. On en dit un mot avant d'arriver à la conclusion. D'accord, je vous remercie. Malheureusement, il est déjà l'heure. Ah, d'accord, malheureusement, ça passe tellement vite. Oui, donc comme vous l'avez dit, il n'y a pas que la célébration officielle, on aura les rendez-vous de la famille. Les rendez-vous de la famille, ce sont les panels. C'est au cours de ces panels-là que nous aurons le temps vraiment de débattre de la question sur le thème général et les autres sous-thèmes que nous avons dégagés, tels que les enfants face à la cybercriminalité, la responsabilité parentale et tout ça.
Bon, on a tout un panel, une panoplie de sous-thèmes que nous allons aborder avec des panélistes et des discutants lors des rendez-vous de la famille. À côté de cela, il y a les salons de la famille. Au cours de ce salon-là, c'est un exposé, une exposition, j'allais dire, voilà, des différents services que certaines institutions offrent aux familles. Même notre ministère. Après le salon de la famille, nous avons le concours national de la famille modèle. Et il n'y a pas que des problèmes dans la famille. Il y a des familles qui sont des familles modèles. Donc le ministère organise ce concours avec l'accord du gouvernement parce qu'il a été initié par le président de la République. Il faut également dire que malgré tous ces tableaux qui semblent sombres, il y a des pères et des mères de famille qui ont le temps matériel pour leurs enfants. Alors, quelles sont leurs astuces? Ces modèles-là devraient être présentés pour que toutes les familles puissent copier ces modèles. L'objectif commun, c'est l'édification d'un Ivoirien nouveau. Absolument. Disons que il ne faudrait pas que l'édification de l'Ivoirien nouveau dont on entend tant parler soit perçue comme un slogan. L'édification de l'Ivoirien nouveau doit commencer dans la cellule familiale. C'est pour cela qu'il y a le concours de la famille modèle qui a été initié par la présidence de la République. Depuis 2015 que nous organisons et ces familles doivent être présentées un peu comme les Miss, qui sont les modèles sur lesquels les autres doivent copier. On va tirer les conclusions. À notre préoccupation, comment remettre l'enfant au cœur de la famille face aux défis nouveaux? On va commencer par Mme Kwasi. Remettre l'enfant au cœur de la famille. Il est temps de nous poser cette question-là. De l'expérience que nous avons sur le terrain, nous pensons que les parents doivent dégager un temps, chacun selon son calendrier, pour être avec les enfants à des moments précis. Et à des moments, les deux parents doivent pouvoir être avec leurs enfants ensemble. Alors, ça doit être les week-ends, ça peut être les week-ends, mais aussi aller dans les établissements des enfants pour voir leur travail. Il faut également se parler quand vous avez des points de divergence parents, vous devez pouvoir vous accorder à l'insu des enfants. Faire en sorte que vos enfants vous prennent pour modèle. En ce moment-là, vous pourrez donner à vos enfants toute leur place au cœur de votre famille parce que vous saurez les écouter, leur donner de l'amour. Et donner de l'amour, ce n'est pas quand on passe tous les caprices à un enfant. Quand on aime un enfant, on l'aide à apprendre à travailler, à aimer le travail bien fait. Il y a un président américain qui disait que quand tu es un balayeur, sois le meilleur balayeur. Alors ce sont des valeurs qui doivent nous aider à ramener nos enfants au cœur de nos différentes familles. Merci bien Madame Zagba, épouse Kwasi Léontine. Je rappelle que vous êtes chargée du programme de protection des enfants et des adolescents vulnérables au niveau du ministère. Madame Maïmé, oui. La même question vous revient. La réponse que nous pouvons donner, c'est que les parents doivent apprendre ou réapprendre à communiquer avec leurs enfants. Pour communiquer, bien évidemment, il faut avoir du temps. Parce que la communication doit être constructive. On ne communique pas pour parler, il faut communiquer pour se comprendre. Et il faut communiquer avec l'enfant. Ne disons pas que l'enfant est trop petit ou bien qu'il ne comprend pas. Quand on leur fait une promesse, il n'oublie jamais. Si l'enfant revient vers vous, il faut être capable de lui donner la réponse qu'il attend. Et puis, ne pensons pas aussi que donner de l'argent à un enfant, c'est lui démontrer notre amour. On a le devoir de combler les besoins vitaux et les droits fondamentaux des enfants, mais on a également le droit de pouvoir leur dire non. Nous avons remarqué malheureusement que les enfants ont souvent double personnalité. Souvent, le visage qu'ils ont dehors, c'est pas le même visage qu'ils ont à la maison. Donc, il faudrait que le parent soit attentif. Même s'il pense que c'est du bavardage, dans ce bavardage-là, il trouvera quelque chose de la personnalité de son enfant. Infiniment merci à vous également, Madame Sylvie Aïmé. Je rappelle que vous êtes sous-directrice à la direction de la promotion de la famille chargée de la protection de la famille. À toutes les deux, merci d'être venus. Merci. Mesdames, Messieurs, si vous avez suivi, sachez que nous devons avoir le sens de responsabilité en matière d'éducation et de protection des enfants. Le 15 mai nous interpelle, c'est après-demain. La journée de la famille, remettons l'enfant au cœur de la famille face aux nouveaux défis. Merci de nous avoir suivis. Cette émission a été réalisée par Eddy Mosson avec la collaboration technique de Yaoblé Kwasi, assisté de Patrick Alban. Paul Philippe, à très vite.